va faire un virage assez brusque sur les nouveautés en épilepsie. Donc, alors, quelles sont les nouveautés en épilepsie? Donc, on ne peut pas parler de nouveautés sans parler de la nouvelle classification ILAE, en fait, 2025, qui vient d'être publiée. Donc, la toute dernière a été publiée en 2017 et elle a été largement diffusée, mais suite, en fait, à des difficultés, des complexités, justement, en fait, d'application de cette classification, ainsi qu'un manque d'uniformité, ben, on a choisi à, justement, publier une nouvelle classification. Donc, la classification opérationnelle actuelle va un peu, on va dire, résumer ce qui se passe en fait en pratique courante. Et du coup, le terme onset, il va être complètement retiré. Donc, des noms de classe principale. Normalement, on parlait de focal onset. Maintenant, on va parler de focal seizure. L'introduction explicite de la distinction entre les classifieurs et les descripteurs. Donc, ces derniers, en fait, ils ont été précisés pour faciliter un peu la pratique courante. Et du coup, en fait, les classifieurs vont être, c'est plutôt des catégories biologiques primaires avec un impact direct sur la prise en charge. Donc, en fait, c'est ce que la crise est. Donc, les classifieurs, c'est vraiment ce qu'on va voir, en fait, et ce qu'on va décrire comme élément. Les descripteurs, par contre, sont des caractéristiques supplémentaires, notamment en fait les automatismes, en fait l'aura, tout ce qu'on va en fait voir pendant la crise et qu'on va décrire de manière assez chronologique. Donc le terme consciousness va remplacer le terme awareness, donc comme classificateur pour les crises focales et celles d'origine inconnue. Et donc, la conscience est définie opérationnellement actuellement comme une combinaison de la conscience et de la réactivité. Donc, la conscience, donc c'est l'awareness, ça veut dire le souvenir de la crise, et la réactivité, c'est en fait, on va demander au patient de faire des tâches et on va essayer justement de voir est-ce qu'il réagit ou pas. La dichotomie moteur versus non moteur est remplacée par observable manifestations ou non observables. Donc, on parle en fait de toutes en fait, les automatismes et les autres signes que va présenter le patient et qu'on va essayer de développer en suivant une taxonomie assez particulière qui a été justement jointe à la classification ILAE 2025. Donc, les crises doivent désormais être décrites par la séquence chronologique, comme on a dit tout à l'heure. Et maintenant, on reconnaît comme l'épileptique négatif myoclonus comme étant en fait un type de crise qui est à part entière. Donc, en résumé, entre l'ILAE 2017 et l'ILAE 2025, la classification, en fait, on a dit qu'on a retiré le terme onset, on a parlé en fait de consciousness au lieu d'awareness, et on a parlé en fait de la réactivité, donc il va falloir rechercher pendant la crise, et bien sûr, en fait, on a réduit le nombre des types de crises de 63 en 2017 à 21 pour plus simplifier justement cette classification. Le deuxième article va intéresser le Sudden Unexpected Death in Epilepsy. Donc, c'est une étude qui a été publiée en septembre 2025 et qui s'est intéressée aux différents facteurs de risque, justement, de ce SUDEP. Donc, l'objectif de cette étude était d'identifier des biomarqueurs électrocliniques prospectifs de risque de mort subite inexpliquée dans l'épilepsie. Et donc, finalement, c'était une cohorte de 2632 patients, donc qui ont un âge qui varie entre 2 mois et entre 86 mois, avec un monitoring vidéo EEG, avec mesure cardio-respiratoire. Donc tous les patients, ils ont bénéficié d'un monitoring, notamment une oxymétrie, un flux respiratoire et un ECG multicanal pendant les crises. Donc c'est une étude qui a été menée sur en fait plusieurs centres, dont 8 étaient aux États-Unis et un au niveau du UK, et donc avec un suivi médian de 35 mois. Donc on a recensé 38 cas de SUDEP, donc soit 1,54%, et 2 cas en fait de SUDEP probable. Donc le taux d'incidence était de 4,76 par 1000 personnes par année. Et là, en fait, je rappelle rapidement en fait le score SUDEP 7, qui n'est pas malheureusement encore validé, mais qui est en cours de validation, donc et qui s'intéresse beaucoup plus sur en fait la fréquence des crises tonico-cloniques généralisées, la sévérité globale de l'épilepsie, donc l'impact fonctionnel et réfractaire, l'âge de début de l'épilepsie,
la durée, le nombre d'antiépileptiques pris simultanément, la diminution récente d'un traitement antiépileptique et le retard mental, ainsi que le déficit développemental significatif. Donc, en fait, c'est un score qu'on va calculer. Et du coup, en fait, le niveau de risque relatif est faible quand le score SUDEP il est entre 0 et 2. Et il est modéré quand il est entre 3 et 5. Et quand le score il est supérieur à 6, eh bien, en fait, on a un risque élevé qui est corrélé à une incidence accrue de SUDEP dans les cohortes prospectives. Il y a aussi le SUDEP Care qu'on a aussi en fait implémenté pour pouvoir justement gérer ce type de complications. Et ainsi, on a démontré qu'à travers cette étude justement multicentrique, que vivre seul va multiplier par 7 le risque justement de SUDEP. Plus de 2 crises généralisées convulsives par an aussi multiplie par 3 le risque justement de SUDEP. La durée d'apnée centrale postictale qui est de 10 secondes, supérieure plutôt à 10 secondes, va multiplier par 1,32 le risque. Et la durée d'apnée centrale ictale à 10 secondes, plus de 10 secondes, elle va multiplier aussi le risque justement de SUDEP. Et donc, ça traduit qu'une inhibition du centre respiratoire bulbaire est un facteur de risque justement de SUDEP. Donc, l'apnée centrale périictale, ictale ou postictale est un biomarqueur physiopathologique majeur qui va justement refléter une défaillance respiratoire post-critique d'origine, en fait, dont l'origine prend naissance au niveau du tronc cérébral. Donc, ces anomalies peuvent être détectées en unité justement de surveillance épileptologique ou d'électrophysiologie. Et justement, ils ont invité tous les centres spécialisés à ajouter systématiquement une ceinture respiratoire, un flux respiratoire, une SpO2, un ECG multicanal si possible. Ceci va permettre justement de mesurer l'ictal central apnea et la post-convulsive central apnea. Donc, dans le compte rendu, il va falloir actuellement signaler justement la durée d'apnée centrale pendant et après la crise, la SpO2, ainsi que le régime de surveillance, donc la position du patient, etc. Donc, pour les patients ayant plus de 3 crises tonico-cloniques généralisées par an, une vie solitaire, une apnée postictale prolongée, il faut les identifier à des patients donc à haut risque de SUDEP et envisager des mesures qui sont renforcées, notamment la surveillance nocturne par un aide-soignant, une alarme de chute, une supervision en fait en position latérale, une optimisation maximale de la réduction des crises tonico-cloniques généralisées par révision thérapeutique, considérer la chirurgie dans les cas qui sont réfractaires et bien sûr l'éducation de la famille et de l'entourage sur les signes d'apnée, la position de couchage, donc éviter le décubitus ventral et la ventilation d'urgence. Donc il y a une notion en fait de stratégie de breathing rescue, donc qui a émergé de tout ça. Et donc l'objectif c'est d'établir la respiration avant la systolie, qui transformerait justement cette situation létale en éventuellement un événement qui est récupérable. Donc il y a plusieurs types d'interventions qui ont en cours justement d'exploitation. Donc la stimulation diaphragmatique électrique, la stimulation du tronc cérébral ou du nerf vague et des agents pharmacologiques justement qui sont en cours d'essais précliniques et ainsi que des alarmes automatisées couplées à des capteurs respiratoires. Le troisième article va s'intéresser aux nouveautés thérapeutiques. Donc, ce schéma illustre un siècle de transition thérapeutique, du contrôle symptomatique à la stabilisation fonctionnelle et cognitive. Donc, en 2025, l'épileptologie médicamenteuse devient beaucoup plus une neuropharmacologie de précision axée sur le réseau, la cognition et la génétique. Donc, on a choisi en fait l'article Update on Anti-Seizure Medication 2025. Et du coup, en fait, on va passer rapidement sur en fait les différentes molécules récentes qui viennent de voir le jour ou ils sont en cours justement d'autorisation. Donc, c'est le xénon azéltucalner justement qui est un modulateur sélectif du canal potassique. On a la ganalaxone, donc c'est un neurostéroïde, et le cénobamate qui est en fait un bloqueur lent des canaux sodium et un modulateur de GABA. Donc en fait, ces molécules, ils ont démontré que en fait, ils vont pouvoir réduire le nombre et le pourcentage de crises. Donc surtout dans les crises focales résistantes. Pour la ganalaxone, c'est surtout en fait pour le syndrome CDKL5. Donc c'est un syndrome en fait génétique qui ressemble un peu au syndrome de Rett et qui entraîne justement une épilepsie qui est très très sévère, précoce et très résistante. Et puis le cénobamate, il va être aussi utilisé donc les crises focales et surtout justement pour une bonne tolérance du profil procognitif. Donc en association, donc l'objectif c'est de remplacer la polypharmacie empirique par des combinaisons mécaniques ciblées.
mécanistique ciblée. Donc, en fait, le lévétiracétam avec le pérampanel va réduire de 60% en fait les crises, donc une bonne association. L'acosamide et cénobamate, donc la nouvelle molécule, va aussi réduire de 70% en fait les crises plutôt. Et le lévétiracétam avec le cénobamate aussi, donc il réduit aussi de plus de 50%, donc c'est une bonne association. Donc il y a plusieurs nouveautés qui ont été justement publiées. Je vous laisserai justement en fait les plaques pour plus d'informations, mais je tiendrai justement juste à un petit mot sur l'intelligence artificielle et donc son rôle actuellement. Donc il y a le dataset CESL, donc D2, qui est en fait un vaste ensemble de données, souvent en fait regroupant plus de 11 000 heures, donc c'est des patients qui ont été enregistrés et pour lesquels en fait on va avoir en fait des données d'électroencéphalogramme, électrocardiogramme et électromyogramme avec des capteurs de mouvement et qui proviennent de 125 patients. Donc en fait l'objectif c'est en fait d'arriver à des algorithmes de détection et de prédiction de crise épileptique à partir de dispositifs portables. Donc c'est en fait des nouveautés ainsi que l'IRM 7 Tesla qui détecte en fait les dysplasies corticales. Et je vous remercie.